Qu'est-ce qu'une forêt? On a l'impression que la réponse est simple, évidente, presque une question d'enfant. Mais vous allez voir que derrière ce mot tout simple se cache un monde de complexité. Quand on pense forêt mondiale, on imagine tout de suite les immenses taches vertes sur le globe, l'Amazonie, le bassin du Congo, la grande taïga de Sibérie. Et cette carte, elle semble confirmer cette idée, en nous montrant où sont les poids lourds forestiers de la planète. Mais voilà. Et si notre première impression, notre intuition, nous jouait des tours? Et si la façon même dont on dessine ces cartes changeait complètement notre vision des choses? 134 millions, c'est le nombre d'hectares de forêt en Australie. Oui, en Australie. Ce chiffre place cet île-continent au 7e rang mondial, juste derrière la Chine. C'est assez fou pour un pays qu'on imagine surtout comme un immense désert, non? C'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant. En fait, le cœur du problème, c'est que pour compter quelque chose, il faut d'abord être capable de le définir. Et la définition du mot forêt, elle est loin, très loin, de faire l'unanimité. Pour pouvoir comparer les forêts du monde entier, il fallait bien une règle du jeu commune. Il a fallu attendre 2005 pour que la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, mette tout le monde d'accord sur une définition internationale. Et elle repose sur 3 critères très précis, très chiffrés. C'est la combinaison de ces 3 seuils qui est la clé. Si un seul de ces critères n'est pas rempli, alors techniquement, ce n'est plus une forêt. Et ça a des conséquences assez surprenantes. Une savane avec quelques arbres peut être classée comme une forêt, alors qu'une jeune plantation d'arbres qui ne dépasseront jamais 5 mètres ne le sera pas. Et c'est là que cette question du botaniste Francis Hallé nous bouscule. Elle nous fait passer de la technique à la philosophie presque. Est-ce qu'une plantation d'eucalyptus, bien alignée en rang d'oignon, c'est vraiment la même chose qu'une forêt primaire, qui grouille de vie et de milliers d'espèces? Pour la définition de la FAO, oui, mais pour un écologue, la réponse est clairement non. Bon, maintenant qu'on a cette définition en tête, on va faire une petite expérience fascinante. On va voir comment une simple carte peut nous raconter des histoires complètement différentes, juste en changeant la façon de regarder les chiffres. Le premier regard, c'est le plus classique, la surface totale, brute. Là, aucune surprise. La Russie, avec ses 825 millions d'hectares, écrase tout. Le Brésil et le Canada suivent. Cette carte, c'est celle qui confirme notre image de départ, celle des géants forestiers. Mais que se passe-t-il si on change de perspective? Si au lieu de la taille brute, on s'intéresse au pourcentage du pays qui est couvert de forêt? Alors là, attention, la hiérarchie est complètement chamboulée. D'un coup, les géants sont éjectés du podium au profit de pays comme le Suriname, où la forêt recouvre plus de 90% du territoire. Allez, un troisième regard qui cette fois intègre la dimension humaine, la surface de forêt disponible par habitant. Et là encore, le classement change du tout au tout. Le Suriname reste en tête avec l'équivalent de 26 000 hectares pour 1000 personnes. C'est énorme. A l'inverse, la Chine, malgré ses forêts immenses, n'en offre que 150 pour 1000 personnes. Ça change radicalement la perception de la ressource. Ces cartes mondiales sont super utiles, c'est vrai, mais elles ont un gros défaut. Elles simplifient tout à l'extrême. Pour vraiment comprendre, il faut zoomer, regarder de plus près. Et en zoomant sur un continent comme l'Europe, on découvre une réalité bien plus riche et nuancée. Quand on passe de la vue mondiale à la vue européenne, l'image se transforme. Fini les grandes masses de couleurs unies. On découvre une mosaïque incroyablement complexe et détaillée. Ici, on ne peut plus parler de la forêt. Non, il existe des forêts, une multitude d'écosystèmes différents qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et cette mosaïque, elle n'est pas due au hasard. Elle s'explique par ce qu'on appelle des gradients bioclimatiques. C'est simple, plus on va vers le nord, plus le froid donne l'avantage aux conifères. Plus on va vers l'est, plus le manque de pluie transforme la forêt en steppe. Et au sud, c'est la chaleur et la sécheresse de l'été qui favorisent des arbres très résistants, comme le chêne vert. Mais le climat, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Pour vraiment comprendre un paysage, il faut ajouter une autre dimension, et pas des moindres, l'action humaine. Alors on va zoomer encore plus, à une échelle très locale, pour voir comment l'histoire a littéralement sculpté une forêt. Prenons l'exemple du Luberon, dans le sud de la France. Imaginez, au milieu du 19e siècle, la région est surpeuplée. La forêt a été réduite à sa plus simple expression pour faire de la place aux cultures et aux moutons. Et puis tout bascule. Les crises agricoles, l'exode rural, les campagnes se vident. Et la forêt, elle en profite pour reprendre ses droits sur toutes ces terres laissées à l'abandon. Le résultat est tout simplement spectaculaire. Ces 2 cartes de la montagne de Lure, l'une de 1836 et l'autre de 1995, sont incroyables. C'est le jour et la nuit. Les champs et les landes se sont transformés en bois. C'est une métamorphose complète du paysage en à peine plus d'1 siècle. Mais attention, le point crucial est ici. Cette reforestation massive, ce n'est pas juste un retour de la nature, non.
c'est bien plus complexe. C'est le résultat direct de grands changements économiques et sociaux, et aussi de politiques publiques, comme la restauration des terrains en montagne pour lutter contre l'érosion. Et toute cette histoire, elle nous amène tout droit à un conflit bien d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ces nouvelles forêts, nées de l'abandon des terres? Est-ce qu'on doit les protéger à tout prix ou est-ce qu'on doit les exploiter? D'un côté, il y a une très forte volonté de protection. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, les parcs nationaux et régionaux se sont multipliés. L'idée, c'est de faire de ces paysages des sanctuaires pour la biodiversité. Et de l'autre côté, il y a une pression tout aussi forte pour la production. Avec l'urgence climatique, le bois est vu comme une énergie renouvelable, une alternative locale au pétrole et au gaz. Des chaufferies se développent pour utiliser cette ressource abondante. Mais cette logique de production pose question. Jusqu'où aller? Des projets industriels géants, comme la très controversée centrale biomasse de Gardanne, font craindre une surexploitation qui pourrait menacer ces jeunes forêts. On est donc vraiment à la croisée des chemins. D'un côté, une vision de la forêt comme un sanctuaire, un héritage à préserver. De l'autre, une vision de la forêt comme une ressource, un champ d'arbres à cultiver pour nos besoins. Ce n'est pas qu'un petit débat local, c'est un choix fondamental sur le rôle qu'on veut donner à nos écosystèmes. Finalement, la question « qu'est-ce qu'une forêt ?» est bien plus profonde qu'il n'y paraît. C'est une question sur nos intentions. En choisissant des critères, des seuils, des façons de mesurer, on ne fait pas que décrire le monde tel qu'il est, on est déjà en train d'influencer la manière dont on va le gérer, le protéger ou l'exploiter. On est déjà en train de dessiner son avenir.